Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTU2 pour vous informer. À la une de ce journal, le portrait atypique de Nadège, une jeune femme serveuse dans les maquis et bars, qui est devenue aujourd'hui professionnelle du bâtiment. La maçonnerie n'a désormais plus de secret pour Nadège. Elle partage son expérience avec les plus jeunes. Nous irons à Atekoubé dans ce journal. Les populations de Mossikro qui vivent au pied des collines et autres zones à risque sont priées de les quitter avant l'arrivée de la prochaine saison des pluies. Le message passe difficilement chez certains riverains qui continuent d'y vivre calmement. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition par le portrait de ce jeudi. Dans le secteur du bâtiment, les femmes tirent elles aussi leur épingle du jeu. C'est le cas de Nadège, autrefois serveuse dans les bars et maquis. Mais depuis 2015, elle se découvre une autre passion pour la maçonnerie, la maîtrise des outils et sa dextérité sur les chantiers. Envie de fait de la transformer en une experte du domaine. La trentaine révolue, Nadège forme les plus jeunes dans le cadre du projet École des talents. Son portrait avec nous, Sangaré, Gilles Tonien et Issa Dembélé. C'est le lever du jour à Ndokwa, village situé dans la sous-préfecture d'Anyama. Bonjour papa, Alexandre. Oui, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Merci. Ce matin, Nadège et sa collègue doivent travailler sur ce chantier. Mais avant, elles enfilent leur tenue de travail. Nous sommes venus travailler. Voilà, moi et ma collègue Muriel, elle qui fait le coffrage. Donc elle est venue rectifier un poteau. Voilà, qui a été mal coulé. Et moi, je suis venue faire le tracement des douches, voilà, pour les murs de cloison sur la dalle. Nous travaillons sur un projet d'une duplex de 800 mètres carrés. C'est après l'obtention de son BEPC, brevet d'études du premier cycle, que Nadège a arrêté les études, faute de moyens. En quête d'un emploi, elle se retrouve dans les bars et maquis en 2011 en qualité de serveuse. Une activité qu'elle arrêtera en 2015 grâce à un programme de formation de l'Agence Emploi Jeune. C'est ma grande sœur qui est venue me voir pour me dire qu'il y a un projet qui a été lancé par l'État, Emploi Jeune. Et que s'il était intéressé, il pouvait m'intégrer. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le projet Emploi Jeune. Et là, j'ai exercé d'abord le métier du carrelage. Après, j'ai fait le ferraillage. Et comme j'étais avec ma soeur qui faisait aussi le ferraillage, donc j'ai décidé de laisser le ferraillage et puis me lancer dans la maçonnerie. Le certificat en bâtiment option maçonnerie en poche, c'est le début d'une nouvelle aventure. Une aventure qui ne sera pas aisée pour elle. L'entreprise où je suis allée travailler, les gars me proposaient, si tu couches avec moi, tu vas rester, ils vont t'embaucher, ils vont te faire. Vu que c'était un chantier marocain. Et là, ils ont commencé à me faire truc, comment on appelle, me manipuler. Non, tu couches avec moi parce que chaque quinzaine, on doit diminuer le personnel. Donc, si tu ne veux pas faire partie des personnels qu'on doit diminuer, tu devrais coucher avec moi. Là, comme ça, tu vas rester. Voilà, on me faisait des propositions indistantes. C'est vraiment, j'ai jamais cédé à ça. J'ai jamais cédé à ça parce que j'aimais tellement ce métier. Donc, du coup, je me suis dit, bon, même si ici, ça n'a pas marché de toutes les façons, moi, je vais apprendre ça ailleurs parce que je dois forcément maîtriser le métier de la maçonnerie parce que ce métier, je tenais ça à cœur. Le métier de la maçonnerie, en tout cas, c'est un métier à risque. Voilà, parce que moi, je suis déjà tombée une fois. Je suis quittée au deuxième, même tombée, jusqu'à la brique, même que mon thème est tombé sur moi. C'est ça. Donc, il faut être très vigilant et puis il faut être toujours en épingle, il faut être toujours en chaussures de sécurité, en tenue de travail pour éviter ces genres d'accidents graves. Voilà, souvent, des gens me posent la question, mais est-ce que toi, tu peux monter à un hôtel? Je dis oui, je peux monter. Et puis, je monte jusqu'au 6e. Lorsqu'on faisait le crépissage de façade, je fais les aoûts, je monte sur la dalle. Dans les débuts, ce n'était pas facile parce que quand je montais, j'avais des vertiges et autres. Mais après, je me suis dit non, pourquoi eux ils montent et puis moi, je ne vais pas pouvoir monter. À force de courage et de persévérance, Nadège peut s'estimer heureuse de maîtriser tous les contours de ce métier. Emmanuel Thuot est le responsable de ce chantier. Séduit par la qualité du travail de la jeune Nadège, il n'hésite pas à lui confier des chantiers. Ce que j'ai aimé chez elle, c'est qu'elle comprend vite.
Voilà, quand tu lui montres un truc, elle comprend vite. Voilà, ça, j'ai apprécié ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent, même des hommes. Tu leur montres chaud, tu vas montrer pendant 1 mois, quand tu t'absentes, tu ne peux pas faire de rêve. Voilà, c'est ce que j'ai aimé chez Nadège, la compréhension facile. Sa collègue Muriel ne dira pas le contraire. Le travail de Nadège se résume en 3 points. Efficacité, responsabilité et ingéniosité. Nadège et moi, nous sommes rencontrés à l'association REFAPSI, qui est le réseau des femmes artisanes du BTP. C'est une personne très passionnée par le domaine. Sa maestria dans le secteur de la maçonnerie lui a permis d'être optée en tant que formatrice dans le cadre du projet École des talents. L'école des talents, c'est un projet de Kaidan Group, voilà, qui est en collaboration avec le ministère de l'enseignement technique, voilà, que nous travaillons en tant que formatrices. Voilà, nous formons des apprenants de tout corps de métier. Voilà, c'est en ce qui concerne le bâtiment. Voilà, nous avons la maçonnerie, le coffrage, le ferraillage, qui fait partie de grosses œuvres. Nous avons aussi la peinture, le carrelage, le staff et puis la soudure. Pour Nadège, il n'y a pas de métier dit d'homme. Seule la passion peut amener à tout surmonter. Il n'y a plus de métier d'homme. Voilà, il n'y a plus de métier d'homme. Métier, c'est métier. Donc, moi, j'encourage mes sœurs à se lancer dans ce projet, à apprendre à exercer un métier. Moi, je ne suis pas allée loin dans les études. Mais grâce à ce métier, aujourd'hui, je peux taper ma poitrine pour dire que je suis une femme d'affaires. Voilà, je suis une femme d'affaires parce que je travaille pour des personnes même qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Je travaille avec des collègues aussi qui sont hommes. Mais moi, malgré que je suis femme, j'ai des chantiers aussi qu'on me confie en tant que femme. Donc là, je peux dire non, que non, je suis en concurrence avec des hommes parce que j'arrive à travailler comme eux, je travaille comme eux. Il n'y a pas de différence entre les hommes et moi. Nadège, dans les bars et maquis durant des années, c'est finalement dans la maçonnerie qu'elle a fini par trouver son chemin. Un métier grâce auquel elle parvient à subvenir aux besoins de sa petite famille. Avec ses 2 enfants et son homme, Nadège arrive à allier vie de famille et vie professionnelle. Comme pour dire véritablement qu'à cœur vaillant, rien n'est possible, beaucoup de courage et bonne continuation à notre très chère Nadège. C'est bientôt la grande saison des pluies et comme chaque année, elle suscite de grandes inquiétudes, notamment chez les personnes vivant dans les zones à risque. Nous avons promené nos caméras à Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. Les populations qui vivent au pied des collines n'arrivent toujours pas à chercher d'autres endroits pour se recaser en attendant que la saison des pluies ne passe. Plus d'explications avec Georgette Fofana. Marina, commerçante, vit à Mosikro dans la commune d'Atekoubé depuis 20 ans. Pour l'heure, bien que son quartier ait été identifié comme zone à risque pendant la saison des pluies, Marina ne compte pas quitter les lieux. On n'est pas prêt à partir parce que il y a manque de moyens. Tu as habité d'un coin pendant 20 ans, tu vas te lever comme c'est plus de jour en lendemain venir qu'il faut partir. Tu t'en où? Tu t'en commencer où? Chaque année, durant la saison des pluies, Mosikro enregistre des morts dus aux inondations ou éboulements. Cette année, en prélude à cette période, le gouvernement a initié des opérations de déguerpissement dont fait partie ce sous-quartier de la commune d'Atekoubé. On est dans le quartier, on nous parle de déguerpissement. Mais pour le moment, on nous parle des zones à risque. Bon, nous, on n'est pas dans zone à risque. Mais apparemment, on dit nous qu'ils vont tout casser. Actuellement, où on est, la situation, ça est ici. Bon, on dit c'est pour casser les maisons. Donc, on attend. Le jour où on vient, quand on dit qu'ils vont casser, on va partir. Depuis moi, je suis venu, en tout cas, quand il pleut, il y a vent, mais il n'y a pas les maisons à détruire. Ces riverains sont bien conscients du danger, mais ils souhaitent un appui de l'État avant de libérer ces zones. Si l'État nous demande de partir, bon, s'il y a les mesures d'accompagnement, ça nous fait plaisir. Si nous sommes recensés, au moins s'il y a quelque chose, on sait où aller pour aller se recaser. S'il n'y a pas de recensement, c'est une inquiétude. S'il y a une aide, on est prêt à quitter. Mais s'il n'y a pas une aide là, c'est ça que nous voulons de là. En 2023, les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan ont causé la mort de 4 personnes à la suite de l'effondrement d'un mur à Mosikro. L'actualité, c'est aussi l'inauguration de la première phase de la toute première centrale photovoltaïque de Côte d'Ivoire. Elle est installée à Boundiali, dans le nord du pays, et va s'étendre sur une superficie totale de 78 hectares. La première phase, inaugurée hier par le Premier ministre Robert Begremambé, est installée sur 36 hectares et la seconde phase, lancée à la même occasion sur 42 hectares. La construction de la centrale solaire à Boundiali a été initiée dans le cadre de la diversification
l'exploitation des sources de production de l'électricité telles que voulues par le gouvernement ivoirien. À terme, la Côte d'Ivoire aura la plus grande centrale photovoltaïque de la sous-région avec plus de 147 000 panneaux. La circonscription de l'inspection de l'enseignement primaire IEP de Daloa, l'ABIA, a organisé la première édition des journées portes ouvertes. Elle concernait 19 écoles préscolaires. Ce rendez-vous s'est tenu au centre culturel de Daloa en présence des autorités administratives, politiques, éducatives et des parents d'élèves. Le commentaire de Maïssa Kogay. Des élèves heureux de montrer leur savoir-faire et tout ce qu'ils ont appris depuis le début de l'année scolaire. Nous sommes au centre culturel de Daloa, au centre-ouest du pays, à la première édition des journées portes ouvertes, initiée par la circonscription de l'inspection de l'enseignement primaire. 19 établissements préscolaires y prennent part. L'AEC, l'activité de veille de créativité, on fait l'AEM, activité de veille au milieu, on fait le français qui regroupe le graphisme, la lecture, la poésie, ça se pratique aussi au préscolaire. Nous avons 9 disciplines que nous agissons avec les enfants. L'objectif, c'est de faire découvrir aux parents d'élèves et aux autorités politiques et administratives l'univers des tout. Les enfants ne viennent pas pour y dormir, mais ils viennent pour travailler. Cette initiative doit pouvoir s'ouvrir sur toutes les autres IEP pour que nous puissions véritablement maîtriser le préscolaire. Madame le ministre, le professeur Maria Toukoné a mis l'accent sur l'ouverture des préscolaires dans toutes les écoles primaires et je pense que ça peut faire véritablement école. Des élèves dotés d'une intelligence surprenante et des parents ravis de voir les acquis de leurs enfants. Une satisfaction pour la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, DRENA. Pour une première fois, nous avons été éblouis par les travaux qui ont été effectués par les tout petits et qui ont été sûrement guidés par les maîtresses qui font du boulot énorme. Alors, je suis très impressionné. Débutées le 12 mars, les journées portes ouvertes de la circonscription de l'inspection de l'enseignement primaire de Daloa ont pris fin le 20 mars 2024. Et dans le chapitre Solidarité, le groupe Les Invocateurs d'Allah a fait don de vivres et non-vivres aux veuves, aux orphelins et aux populations démunies dans la commune d'Abobo. Un acte de générosité en accord avec leur foi, mais aussi pour soulager plusieurs personnes durant le ramadan. Le reportage de Fedanayo, commenté par Clément Boko. Le groupe Invocateurs d'Allah, JINA, sous la direction de l'imam Abdoulaye Doumbia, a procédé à une cérémonie de don destinée aux veuves, aux orphelins et aux personnes démunies de la communauté musulmane d'Abobo. Cette initiative, selon les organisateurs, s'inscrit dans le cadre des prescriptions divines. Quand on fait du bien à un orphelin ou à un veuve, la récompense est inestimable. C'est grand. Donc Dieu nous recommande de faire du bien aux orphelins, de faire du bien aussi aux veuves. Tout ce qu'on entend dans la vie, il y a aussi des problèmes devant nous. Voilà, il doit préserver, il doit persévérer de l'action. Voilà, c'est par rapport aux efforts des actions, Dieu va nous repasser. Selon la marraine de la cérémonie, c'est une noble initiative de se rassembler et de témoigner sa solidarité envers les plus vulnérables. C'est important de s'intégrer dans l'aide, le partage aux musulmans. Si Dieu t'a donné les moyens, il faut pouvoir chercher le monde ici-bas et l'au-delà. Vraiment, si tu as l'argent, il faut pouvoir aider, partager. Les démunis, les orphelins surtout, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Leur espoir, c'est le bon Dieu. Et sur nous autres qui avons les moyens, il faut pouvoir les aider. Les dons qui comprenaient à la fois des vivres et des non-vivres ont été réceptionnés avec gratitude par les bénéficiaires. Je suis très contente pour ce que l'imam fait pour nous les femmes, les enfants démunis. Ça nous fait beaucoup plaisir que Allah le récompense au centuple, qu'Allah le récompense tous les musulmans qui ont mis les dons dessus. Je me sens très content. L'enfant a reçu un sac de riz
un pain de complet, un enveloppe aussi. Ça va nous permettre de fêter bien même. Merci beaucoup pour tout. La cérémonie a également été un moment de prière et d'exhortation à la prière, surtout dans cette période de Ramadan. Et puisque nous parlons de solidarité, les populations du Sud Comoé ont reçu des dons en vivres et non-vivres. C'est une action sociale qui a pour but d'aider les démunis d'entre elles durant ces moments de pénitence. Reportage. Témoigner l'élan de solidarité et d'entraide aux populations du département du Sud Comoé à l'occasion du mois béni de Ramadan. C'est tout le sens de l'important don en vivres du président du conseil régional, Dr Eugène Akawili, et de l'honorable Issa Sangari. Tous les deux ont voulu témoigner leur solidarité à l'égard de leurs parents pour montrer combien de fois ils sont attachés aux valeurs religieuses, mais deuxièmement à l'esprit de partage de solidarité du Sud Comoé tel que prôné par le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Voir cette population en joie, c'est tout ce que nous recherchons simplement. Un geste de générosité qui ne laisse pas les bénéficiaires indifférents. Nous n'avons pas été seuls associés à cette cérémonie. Dieu merci, la Côte d'Ivoire solidaire. Et comme les choses ne se font pas par hasard, Dieu a bien voulu que cette année les chrétiens soient en carême et que nous les musulmans soyons en jeûne. Et ensemble, les donateurs ont pensé à ces deux communautés-là dans notre département. Au nom des deux communautés, mais singulièrement au nom de la communauté musulmane, leur dire un grand merci et leur dire que nous n'oublierons pas. Nous allons faire bon usage parce qu'il y en a qui ont vraiment besoin. Je dis merci à tout ce qu'il a fait et que le Seigneur le bénisse, qu'il achève en lui ce qu'il a si bien commencé et surtout la paix règne dans nos pays. Merci ce qui nous est donné, que Dieu n'a qu'à donner beaucoup. Ce qui nous est donné prochainement, que Dieu n'a qu'à donner, c'est qui dépasse ça. Nous sommes là pour remercier les donateurs pour l'acte de l'unanimité que nous avons ce matin à l'endroit de la communauté musulmane et chrétienne du pays. Cette action de solidarité a été l'occasion d'une sensibilisation des populations à la consolidation fraternelle et au vivre ensemble. Sous l'impulsion de ses ressortissants de la diaspora, le village de Souakpé-Douedi, dans le département de Fakobli, région du Guémon, entend faire de l'union de ses filles et fils son symbole. De jour comme de nuit, des actions ludiques ont été menées récemment pour entretenir cette flamme de l'unité. Le récit d'Anicette Konan-Blessing et Gervais Kwasi. Promouvoir les richesses culturelles de Souakpé-Douedi, village situé à 9 km de Fakobli dans la région du Guémon. C'est ce à quoi s'attellent les filles et fils de cette localité. L'union et l'entente sont également inscrites au livre programme de Souakpé-Douedi afin que la paix et le développement soient au rendez-vous dans le village. Ainsi, des concours de culture générale, de mathématiques, de dictée, mais aussi de cuisine en plus des jeux patrimoniaux et comptent ont mis aux prises des équipes constituées. Un grand merci à toute la population de Souakpé-Douedi. Car la joie, Souakpé-Douedi unie. Souakpé-Douedi main de la main. Merci parents. Que le Seigneur vous bénisse. Le plus important n'était pas de savoir qui a gagné, mais c'est la scène émulation qui était mise en avant, et ce, à la grande satisfaction des partenaires à cette initiative. Souakpé-Douedi va annoncer le véritable développement. Et ce développement passe par l'union, passe par l'unité. C'est pourquoi nos frères et sœurs du groupe sport et loisirs, les 10 fils et filles de Souakpé-Douedi, unis depuis Paris, ont lancé ce projet. Le message, l'objectif premier qu'ils voulaient atteindre, c'est de forger, c'est de renforcer l'unité au sein des Souakpé-Douedi. Et je pense que ce pari a été atteint. Souakpé-Douedi entend être un exemple, sinon une école du vivre ensemble, dans tout l'ouest montagneux et parlant dans toute la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Zimbabwe, c'est la sécheresse qui inquiète. Le président a déclaré hier mercredi l'état de catastrophe nationale. Plus de 2,7 millions de personnes manqueront de nourriture à cause des pluies faibles et les récoltes de céréales ne devraient nourrir qu'à peine plus de la moitié de la population, selon le chef de l'État. Le pays d'Emerson Mnangagwa va devoir prendre des mesures comme réorienter la culture vers les céréales plus résistantes comme le sorgho. En Afrique du Sud, l'ex-présidente de l'Assemblée nationale a été inculpée pour corruption et blanchiment dans la foulée de son arrestation aujourd'hui dans la matinée. Cette figure de l'African National Congress, parti au pouvoir, est soupçonnée d'avoir reçu des pots de vin pour accorder des contrats militaires.
Nous voilà au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI2.